Bonjour à toutes et à tous, Éric Bezou. Je voulais compléter cette série qu'on fait sur la souffrance au travail en parlant de mon ami Édouard Postal. C'était pas possible de parler de souffrance au travail sans parler d'Édouard, puisque vraiment pour le coup, je l'ai vu en très grande souffrance. Il souffrait des SCOT, ce qu'on appelle nous les SCOT, c'est-à-dire les souffrances causées par l'organisation du travail, qui sont un terme que je préfère nettement au RPS, qui ne veut rien dire, les risques psychosociaux, il n'y a même pas travail dans le terme. Donc comme acronyme, personnellement, je préfère les SCOT. Souffrances causées par l'organisation du travail. Et donc je l'ai connu en 2010, il occupait un poste très très dur en gare Saint-Lazare, un poste qui nécessite qu'on intervienne systématiquement sur des conflits déjà entamés avec les agents. C'est-à-dire que quand les voyageurs sont en conflit pour un problème de train, quel qu'il soit, et qu'ils se sont un petit peu engueulés avec les agents de terrain, ils appellent un responsable et c'est le poste que tenait Édouard. Donc c'était un poste très très dur qu'on demandait à pas tenir plus de 3 ans à l'époque. On demandait qu'au bout de 3 ans, la mutation demandée par l'agent qui tenait le poste soit systématiquement accordée pour qu'il puisse changer de poste et se sentir, voilà, et avoir un poste moins dur. Et donc je l'ai connu en 2010, et bon, ça a tout de suite accroché avec lui. Il était impertinent, insolent, et de toute façon, Édouard, on pouvait soit on l'aimait, soit on le détestait, quoi. Il n'y avait pas d'eau tiède avec lui. Et donc en 2011, je me suis cassé le bras, j'ai été absent pendant 6 mois, et quand j'ai repris, le syndicat a accepté que je prenne un siège au CHSCT de la gare Saint-Lazare pour justement essayer de voir ce qui se passait avec Édouard et est-ce qu'on pouvait l'aider efficacement. Et donc on a travaillé comme des fous sur la gare Saint-Lazare, 12 heures par jour, voire plus, pour essayer de voir ce qui se passait. Et évidemment, parce qu'il y avait une responsable de la gare qui était absolument, non seulement incompétente, mais en plus aucun contact humain, une catastrophe. Dès qu'on la contredisait, elle était incapable d'aligner 2 mots, enfin, voilà, aucun dialogue, rien. Et elle ne connaissait que la discrimination et le rapport de force, mais voilà. Et donc, en un mois, avec l'aide d'Édouard, j'ai rendu 12 rapports d'enquête. Je me suis mis en enquête pour savoir ce qui se passait vraiment. 12 rapports d'enquête en un mois, je crois que c'est peut-être le record. Et donc, on a trouvé que notamment les agressions d'agents n'avaient pas du tout été gérées correctement. C'est-à-dire que les chiffres montraient, mais ça sautait aux yeux, hein, que les agressions avaient été multipliées par 5 en 3 ans. Et évidemment, la direction n'avait pris aucune mesure, rien n'avait été fait, ce qui est inadmissible, hein, bien sûr, dans une optique de prévention des risques. Hein. Et voilà, et donc on a mis ça en lumière, on a vu que donc il y avait ça c'était pour les agents qui donnent le départ en gare Saint-Lazare, il y avait des problèmes dans l'équipe de manœuvre, il y avait des problèmes, alors même aussi il y avait des problèmes avec des agents qui avaient été agressés, hein, qu'on mettait de côté de façon totalement inhumaine. Voilà, qui étaient encore après, on ne prenait pas du tout en compte leur souffrance, des agents qui étaient en traitement suite à des agressions, qui en plus après étaient encore menacés par l'entreprise, et aussi la médecine du travail qui semblait accepter tout ça de manière très très bien trop compréhensive pour la direction de l'établissement, et sur laquelle j'ai fait également un rapport d'enquête qui avait d'ailleurs choqué la direction, qui avait estimé 2 fois en réunion qu'il fallait qu'elle porte plainte contre moi, et puis finalement elle n'en avait rien fait, puisque de toute façon ce qu'il y avait dans le rapport était étayé par des preuves matérielles incontestables, hein, des témoignages écrits, des choses comme ça. Donc voilà, et on se posait des questions sur les rapports qui semblaient contraires à la déontologie entre la médecine du travail et la direction de l'établissement. Et voilà, donc ensuite Édouard a déposé son dossier au prud'homme en harcèlement moral, discrimination, etc. Il a gagné au prud'homme en 2014 de mémoire. Et il a été également membre du CHSCT, ce qui lui a permis d'agir pour ses collègues, puisqu'il a adhéré donc, à Sudrail à l'époque, et donc on lui a donné un mandat. Il était très efficace, hein, puisqu'il était pointu sur les textes, il se renseignait, il passait des heures sur Internet et dans la réglementation pour
pour être inattaquable dans son argumentation. Il écrivait beaucoup de courriers, voilà, et il s'engageait pour ses collègues. Notamment, voilà, Édouard était RQTH, hein, reconnaissance de travailleurs handicapés. L'origine du conflit, c'est un truc absolument absurde, c'est qu'il voulait mettre des baskets à la place des chaussures noires de service, mais il avait une reconnaissance RQTH pour ses genoux. Donc c'était normal qu'il soit à l'aise dans ses chaussures, quoi. Et également, la direction, comme par hasard, avait perdu son dossier médical. Donc voilà. Et en 2015, on est intervenu aussi pour le centre opérationnel Escale. Donc c'est un service à Angers Saint-Lazare qui est un service extrêmement dur. C'est là où travaillait Édouard. Hein. Un service extrêmement dur parce que dès qu'il y a une perturbation, de toute façon, ils sont impactés. Voilà. S'il y a une perturbation à Mantes-la-Jolie, là où je travaille, elle ne concerne que Mantes-la-Jolie. Mais s'il y a une perturbation à Versailles, elle ne concerne que Versailles. Mais toutes ces perturbations impactent Saint-Lazare. Donc forcément, quand on travaille à la gare Saint-Lazare, c'est évidemment un des chantiers les plus durs de la région. Et donc, dans ce centre opérationnel, il y avait des travaux et les agents n'avaient même pas de toilettes, quoi. Les toilettes sont restées bouchées pendant 15 jours ou 3 semaines jusqu'à ce que l'un d'eux prenne une photo des toilettes bouchées et l'envoie dans les services et la médecine du travail pour faire en sorte que ça bouge, quoi. Et les collègues pleuraient sur leur poste de travail. Voilà, donc on a ouvert une enquête, on a forcé la direction à ouvrir une enquête. Les collègues ont témoigné, voilà, certains se sont effondrés pendant leur témoignage. Enfin, c'était vraiment poignant, c'était vraiment impressionnant. Et évidemment, la direction a trouvé que tout allait bien. Hein, voilà. Bon, ils ont quand même un petit peu assoupli la situation, mais sans plus. Et on a découvert aussi à cette époque-là, donc ça c'était à l'été 2015, qu'il y avait eu des risques, que l'entreprise avait fait circuler des trains au-delà de la vitesse autorisée. C'est-à-dire qu'il y avait des mesures à prendre, des procédures à faire pour réduire la vitesse des trains à 160 km/h sur une partie qui roule à 200 entre, je crois que c'est sur la ligne de Caen de mémoire, et une partie un tronçon qui est autorisé à 200 km/h, et les essais de frein n'étaient pas concluants, ce qui est quand même assez grave. Mais l'entreprise passait outre et estimait qu'on pouvait faire quand même rouler ces trains à 200 km/h avec des essais de frein qui ne donnaient pas des résultats normaux. Donc là-dessus, on avait mis aussi les pieds dans le plat, on avait demandé une réunion du CHSCT, une réunion extraordinaire du CHSCT. Édouard m'avait invité en tant que salarié techniquement compétent, puisque moi je m'occupe de la circulation des trains et que lui était agent commercial. Et on avait donc exposé tout ça à la direction et obtenu qu'il y ait des mesures de prise, puisque aucune décision n'était prise et qu'on laissait les trains circuler comme ça, voilà, ce qui était quand même inquiétant. Et d'ailleurs, à cette époque, la direction avait parachuté une cadre qui faisait carrément de l'œil à Édouard, qui faisait carrément des petits sourires. Édouard, oh bah j'apprécie le personnage, hein. Oh bah Édouard, j'en apprends tous les jours avec vous, hein. Et j'étais témoin, hein. Je ne parle pas de ce que je n'ai pas vu, hein. Je parle de ce que j'ai vu en direct, hein. Et qui lui envoyait des textos jusqu'à 2h du matin. Enfin, bon, là ça a été dit devant moi, entre les deux personnes, donc je sais que c'est vrai, quoi. Édouard m'a montré aussi des textos. Et donc, tout était fait pour que Édouard se taise, que Édouard ferme sa bouche, quoi, voilà, et arrête de faire ressortir les problèmes existants dans l'organisation du travail. Et donc, ensuite, fin 2015, il a même eu une réunion avec le chef d'établissement, où le chef d'établissement a estimé qu'il fallait, enfin, lui a mis un marché en main, seul à seul, voilà, en disant que s'il se calmait, on verrait peut-être à lui donner un poste, etc. Parce que ça faisait 9 ans qu'il tenait ce poste très très dur, et voilà, et peut-être on lui taillerait sur mesure un poste, il devait vérifier les extincteurs, un truc comme ça, enfin voilà, c'était vraiment... mais il fallait qu'il se taise, hein, bien sûr, hein, s'il voulait ce poste-là. Et donc, en même temps, il poursuivait sa procédure, hein, et il espérait, il a gagné donc en cour d'appel en 2015, donc j'étais présent, c'est moi qui ai rédigé les conclusions de l'intervention volontaire du syndicat qui appuyait le dossier d'Édouard. Et je crois qu'il y avait 34 pages de conclusions. Enfin, c'était quand même un truc très très étayé sur les conditions de travail des travailleurs handicapés, hein, sur l'établissement d'Édouard. Et donc, il pensait être tranquille une fois après avoir gagné en appel. Il pensait vraiment avoir la paix, quoi. Et notamment, cet arrêt de la cour d'appel avait été mis en ligne sur Internet comme étant un modèle du genre
de motivation pour condamner un employeur en harcèlement moral, en discrimination salariale, etc. Et donc, ça a été cassé un peu plus tard par la Cour de cassation, mais uniquement sur des faits de procédure. C'est-à-dire que le président de la Cour d'appel avait écarté les pièces de la SNCF qui avaient été fournies très en retard, et la Cour de cassation a estimé que le contradictoire n'était pas respecté et qu'il aurait mieux fait de renvoyer l'affaire à une date ultérieure, ce que nous, on ne souhaitait pas, mais voilà, bon, sur le moment, on a appuyé pour que ce soit jugé le jour même, parce que c'était important de faire cesser ces agissements envers Édouard. Bon, après, la Cour de cassation l'a cassé, mais uniquement voilà, sur des faits de procédure, pas sur le fond. Et donc, après, en 2016, il a été encore membre du CHSCT. J'ai été témoin d'un accident du travail causé par la direction, hein, par le fameux chef de projet dont je parle dans la vidéo avec Anas, qui l'a tellement poursuivi pendant une tournée, qu'on faisait une tournée, c'est ce qu'on appelle des tournées trimestrielles avec la direction de l'entreprise, pour aller sur le terrain et voir en direct ce qui se passe. Et tellement il a été harcelé pendant cette tournée, on a fini par il a fini par faire un malaise. Et il m'a appelé, il m'a dit je suis pas bien du tout, ça se passe pas bien. Tout de suite, moi j'étais également à Saint-Lazare à ce moment-là, je suis monté dans les bureaux, il respirait mal, et le fameux chef de projet ne voulait pas le lâcher, quoi, et voulait pas sortir de la pièce. Et je lui expliquais, je lui disais mais vous voyez bien que c'est vous qui êtes anxiogène pour lui, c'est vous qui l'avez mis dans cet état, donc s'il vous plaît sortez de la pièce. Et c'était impossible qu'il sorte de la pièce. Voilà, bon après les pompiers sont intervenus, voilà, il est sorti, enfin voilà, il a été emmené près aux urgences. Mais voilà, j'ai assisté à des choses comme ça quand même. Et j'ai assisté aussi au fait qu'Édouard était très mal, quoi. Il était très mal. Il y a un autre soir où la surveillance générale, la police SNCF, l'a trouvé en gare de Pont-Cardinet, et ils sont allés le voir parce que ça faisait, je crois, 1 heure qu'il était sur le bord du quai à regarder les rails. Et voilà, donc... et en plus, alors, en 2015, il y a eu cette réunion du CHSCT, qui était... où tous les membres, c'était ce qu'on appelle une réunion de coordination, donc il y avait tous les membres du CHSCT qui étaient là, et là, il avait gagné son procès en cour d'appel, et vers midi, quelque chose comme ça, 11h30, j'ai commencé à parler de ça, et j'ai estimé, moi, qu'on pouvait, dans ce procès, grâce à cet arrêt de la cour d'appel, on pouvait maintenant dire, sans risquer d'être poursuivi en diffamation ou dénonciation calomnieuse, que la médecine du travail avait participé au harcèlement moral d'Édouard Postal, puisque dans le rapport d'enquête sur la médecine du travail, on avait prouvé par A plus B que ce médecin du travail avait isolé Édouard, avait demandé aux autres agents de ne pas lui parler. S'il ne voulait pas avoir d'ennui, il ne fallait pas qu'il lui parle, il ne fallait pas qu'il lui raconte leurs histoires, etc. Et donc, puisque maintenant il était reconnu qu'Édouard avait subi un harcèlement moral, eh bien on pouvait dire que cette tentative d'isoler le salarié était partie prenante de ce harcèlement moral, ce qui est quand même tout à fait anormal pour un médecin du travail, vous en conviendrez. Voilà. Et donc la direction a tout de suite mis fin à cette réunion. C'est ce qui a déclenché un peu la guerre contre lui et moi, de manière un peu plus ouverte, hein, puisque suite à ça, il y a le cadre de la SNCF qui a porté plainte contre moi, puisqu'on a estimé que dans cette réunion, je l'avais diffamé en me posant des questions sur le gardiennage et sur le fait que les problèmes du gardiennage ne remontaient pas auprès de la direction SNCF. Donc voilà, il a estimé, la direction SNCF est allée trouver ce cadre, hein, qui n'était pas dans cette réunion, pour lui dire que j'avais dit qu'il touchait des enveloppes. Et donc il a porté plainte contre moi. L'agent de maîtrise du gardiennage a porté plainte contre moi aussi. Et une procédure disciplinaire a été entamée contre Édouard et moi, après qu'il y ait eu un rapport d'enquête de la direction de l'éthique et de la déontologie tout de même. Alors, la direction de l'éthique et de la déontologie, hein, c'est eux qu'on appelle quand on a besoin certainement de couvrir quelque chose qu'on a envie de mettre sous le tapis, hein, et que ça ne sorte pas. J'ai été entendu, hein, par ces personnes, parce que moi je suis allé pour essayer d'aider Édouard et d'expliquer que ce qu'on reprochait à Édouard, on pouvait également me le reprocher. J'ai voulu prendre sur moi une partie de la foudre qui allait lui tomber dessus. Et dans le rapport d'enquête, ils estiment qu'il avait un regard menaçant, qu'il fallait qu'il baisse les yeux, voilà, des choses comme ça. Et donc, la direction n'a pas voulu me poursuivre, enfin, a commencé une procédure disciplinaire qui a été abandonnée contre moi. Par contre, lui, ça a été jusqu'au bout, et je rappelle que c'est sa mutation à Bretigny qui avait lieu le 13 mars 2017, et il est mort le 10 mars 2017.
Voilà, je pense que c'est malheureusement un cas d'école concernant la souffrance au travail. Merci.